Salut! La conférence que tu vas écouter s'inscrit dans le cadre de notre dispositif Euro 2024. Elle a été enregistrée la semaine dernière en direct de la Cité Fertile qui nous a sollicité pour diffuser les matchs et organiser des petites animations. Bien que le son ait été retravaillé, veuillez nous excuser par avance pour la qualité, qui est évidemment pâtie du fait que c'est été capté en direct et que les réglages sont évidemment beaucoup plus compliqués. Néanmoins, si vous souhaitez assister à l'une de ces conférences, nous serons en direct pour les huitièmes, les quarts, les demi et les finales de l'Euro, en direct encore une fois de la Cité Fertile avec divers intervenants, toujours aussi intéressants. Très bonne écoute! Bonjour Romain, bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, que ce soit sur Twitch, sur YouTube ou directement avec nous à la Cité Fertile. Je vais commencer évidemment Romain par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc tu es journaliste d'investigation indépendant, tu écris principalement sur le thème du football et notamment pour dénoncer des affaires assez graves. En 2020 tu publiais par exemple dans le Guardian des affaires d'agression sexuelle et de viol au sein de la Fédération haïtienne de football. La même année, dans le New York Times, cette fois-ci, tu dénonçais l'omerta au sein de la FFF au sujet d'histoires de harcèlement et de sexisme, sans oublier les affaires d'abus sexuels dans le football gabonais, de chantage et d'harcèlement à l'Africa Sport ou de scandales sexuels à la fédération colombienne. Tu écris aussi des articles pour la BBC, CNN, Blast ou Josimar, un média indépendant norvégien que je recommande à toutes et à tous. En parallèle de ça, tu es aussi l'auteur de différents livres sur des personnalités comme Tony Parker, Edinson Cavani et Unai Emery, mais aussi des livres sur le business du football. Ton premier livre, La Mano Negra, publié en 2018, traitait du terrible monde des agents. En 2020, le Beautiful Game sur l'appropriation du football comme outil politique par certains États d'Afrique et du Moyen-Orient. Et enfin, depuis fin 2023, tu as publié un triptyque de 3 ouvrages sur l'industrie du football et des Jeux Olympiques. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous te recevons aujourd'hui pour discuter un petit peu des coulisses de ces méga organisations, des affaires douteuses et de leurs dirigeants véreux. J'ai une première question pour toi, Romain. Quelle est la raison pour laquelle tu as écrit tous ces livres? Quelle était la volonté derrière tout ça? Déjà, je te remercie pour l'introduction très flatteuse. Écoute, et merci à tous pour l'écoute. J'espère que le son n'est pas trop mauvais. Alors, pourquoi ces livres-là? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui la lecture fait peur. Et je m'étais dit, avec également l'évolution de la société, j'avais en tête de faire un format réduit. C'est-à-dire un livre pas trop cher, vers une dizaine d'euros, ce qu'on a fait, avec qui soit ni trop petit, ni trop long. En fait, quelque chose qui soit assez digeste, en fait, à lire et qui peut s'étaler dans le temps. Et mon idée, c'était de faire une espèce de série référence autour de tout ce que j'appelle l'industrie footballistique, notamment, tout ce qu'on voit pas forcément, en rappelant, on va dire, certaines bases, et de livre en livre, aller sur des thèmes différents. Normalement, le prochain sera d'ailleurs sur les matchs truqués. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé, en fait, cette série. Je me suis dit que c'était un profil un peu différent. Tu vois, je l'imaginais un peu comme une série sur les plateformes, etc., où tu as une saison 1, une saison 2. Je l'ai imaginé comme ça, avec quelque chose d'assez digeste, avec un petit prix et beaucoup de fonds, tout simplement. Donc voilà comment c'est passé. Et le numéro, enfin, le bonus, ce que j'ai envie de dire sur les Jeux Olympiques, bah, celui-là, je l'avais en tête depuis quelques mois, parce que je me suis dit, bon, je sais que je peux récupérer quelque chose, et donc c'était un challenge aussi personnel, parce que c'est pas un monde à la base auquel je suis habitué. Et il est complètement différent de la FIFA. Alors, il y a une autre question qu'on retrouve du coup dans tes livres, dans tes vidéos, dans tes articles, et que tout le monde se pose certainement, c'est qu'à chaque fois, les affaires sur lesquelles tu te penches, c'est quand même beaucoup de choses très tabous, de choses non dites, voire même d'ailleurs d'affaires, on va dire, entre guillemets, exclusives que tu sors toi. La question, c'est, alors je sais que tu vas pas nous révéler tes sources, mais comment tu as accès à ces infos? C'est quoi ta manière de bosser en fait pour avoir accès à tout ça? Je travaille trop, déjà. Hein? Non, mais premier point, c'est que vraiment, je suis un stakhanoviste, on va dire ça comme ça. Non, c'est depuis, maintenant, ça fait 13 ans quand même. Et puis, je vais juste te dire quelque chose, mais je me suis beaucoup centré sur des petites affaires. Quand je dis petites, pas tellement par la gravité, mais par l'impact sur des pays dont on parle pas trop, etc. Et puis l'impact, en fait, de certaines affaires. Et Haïti représente un tournant il y a 4 ans et demi, puisque ça engendre quand même un bannissement à vie du président de la fédération, l'arrestation par Interpol de l'ancien ministre des Sports. Enfin, si tu veux, il y a quelque chose qui s'est déclenché au niveau international suite à ça, puisque tu as même le CEO et la FIFA qui planchaient pour faire un centre international contre les abus, basé principalement sur nos enquêtes dans le Guardian. Je ne suis pas tout seul.
Donc après, bah, de fait, il y a plein de gens qui viennent à toi pour ces cas absolument abominables. J'ai encore reçu quelque chose ce matin du Cameroun sur une autre fédération, en l'occurrence le volleyball. Non, après, il y a le basket au Mali aussi qui a eu énormément d'impact, qui a eu beaucoup de sanctions. Aujourd'hui, on est entre 30 et 40 dirigeants, soit emprisonnés, soit écroués, soit bannis, soit suspendus suite à mes enquêtes, principalement pour pédophilie, abus sur mineurs, couverture et match truqué. Donc voilà, je pense que c'est aussi l'impact là, le fait de parler français, anglais, espagnol, et puis j'y mets le cœur, quoi. Et, Vraiment. et c'est et c'est Et là, je vais donner un exemple tout bête pour que tu comprennes. Euh, le Burundi, ça intéresse personne au niveau international, on est d'accord. Sauf que à la Fédération internationale, Fédération de football de Burundi, à l'époque, il y a eu la première femme qui l'avait dirigée, Liliane Nsekera, qui était l'une des protégées de Blatter. Et en fait, elle, qui vient de la famille royale d'ailleurs, a été considérée comme, tu sais, la grande dirigeante sportive internationale, parce que femme, parce qu'africaine. Donc, ils adoraient ça, les instances là, pour promouvoir. Donc, en fait, personne ne se rendait compte de ce qui se passait à Bujumbura. C'est-à-dire que c'était une fédération chaotique et aujourd'hui, elle est passée au Comité national olympique. Et tu as énormément de problèmes. Et en fait, j'ai fait un petit article sur la fédération d'athlétisme et le Comité national olympique burundais parce que je savais pertinemment qu'en faisant ça et en l'envoyant à quelques contacts, certains allaient me contacter parce que je savais qu'il y avait plus. Et donc, depuis un certain temps, je suis en train de voir ça, je suis en train de récupérer les documents. Mais tu vois, c'est un travail de fourmi où je vais publier quelque chose pour derrière, parce que je pense qu'il y a plus, des gens me contactent. Si tu veux, et c'est ne pas négliger aucune affaire, parce que cette dame, elle est membre active du CEO aujourd'hui, ce qui fait d'elle une des plus grandes dirigeantes du sport international. Ouais, et du coup, moi, je sais tout ça parce qu'on te suit depuis longtemps. Une autre question que je voulais te poser, et puis après, on ira plus dans le fond de tes livres pour voir un petit peu les affaires dont on sort, sans évidemment tout dévoiler des livres, histoire que les gens puissent aller les acheter s'ils veulent en savoir plus. La question que je me pose, elle est liée à la précédente. C'est en fait, on sait que tu viens pas de ce milieu-là, tu n'as pas fait une école de journalisme ou autre, Exactement. etc. Ceux qui ne le savent pas peuvent aller voir tes vidéos, on apprend petit à petit tout ton parcours, mais à quel moment tu t'es dit tout ça est trop insupportable, il faut que je fasse sortir toute cette merde? Parce que c'est un petit peu ça finalement. Quand on t'écoute, il y a des affaires qui font vomir. Je pense à l'affaire d'Haïti dont tu portes le Ouais. maillot. Mais à quel moment, toi, en tant que citoyen, on va dire lucide, tu t'es dit je vais faire une chaîne, je vais faire des bouquins, je vais faire des articles parce qu'il faut que ça sache? Je pense que j'ai toujours eu du mal à garder le silence, même quand j'étais petit à l'école, pour que ce soit une injustice ou autre. Tu vois, même au basket, j'ai toujours été capitaine. J'ai toujours été J'ai toujours une grande gueule, je pense. Curieux, et puis il y a des choses qui sont innommables. Après, ces affaires d'abus sur mineurs, elles me sont tombées dessus. Hein. Je n'avais pas prévu. Je savais même pas l'ampleur que ça avait. Donc après, j'ai du mal à dire non. C'est pour ça que je dors des fois très peu. Donc il y a ça. Et puis je te dirais, le silence permet l'impunité. Et vu que personne aujourd'hui, quasiment malheureusement, parle et traite certains sujets, là tu vois, aujourd'hui sur Blast, on a publié quelque chose sur la Fédération française de lutte. Ça faisait des mois que j'étais dessus. Et si on le fait pas, le schéma va continuer. Donc c'est quelque part un cri d'amour. Si je n'aimais pas le sport, je n'aimais pas les gens et autres, bah, je me tairais parce que ce serait beaucoup plus commode. J'aurais que des avantages à me taire parce que je ferais d'autres choses, surtout vu l'audience que j'ai aujourd'hui, mais je pourrais faire entre 5 et 10 000 euros net sur YouTube. Hein. Je prends un peu des gros sujets, je fais un peu d'actu, machin, mais c'est pas moi. Et Donc, du coup, juste avant de basculer sur les livres, en fait, moi, c'était plus sur comment, on va dire, entre guillemets, un monsieur tout le monde se décide à devenir, entre guillemets, enfin, presque lanceur d'alerte, en fait. en fait, quand tu pénètres dans ce milieu-là, tu te rends compte à quel point c'est gangréné jusqu'à la mort. Mais tout le monde le sait. Tu verras le nombre de mecs de tous les journaux quasiment qui m'écrivent pour me dire oui, il y a ça, ça, ça. Mais à un moment donné, j'ai envie de leur dire pourquoi vous le dites pas. Là, quand j'ai des journalistes importants, pas n'importe qui m'appelle pour me dire oui, mais pourquoi vous n'en parlez pas? En fait, tout le monde est au courant, mais personne ne dit rien parce que c'est un système voilà, qui rapproche évidemment d'une omerta et d'une mafia absolument délirante. Mais moi, j'ai pas été éduqué comme ça. Donc non, ça me paraît normal. Et je tiens quand même à préciser une chose, c'est qu'indépendamment de tous les procès qu'on m'a intentés, je n'ai jamais perdu un. Ce qui veut dire quelque chose aussi un petit peu. Le celui notamment là, dans la cour d'appel de Paris vis-à-vis de l'ancien président de la Fédération haïtienne de football, où il y avait Marc Le Plongeon de l'équipe qui pensait que j'étais visiblement un fanfaron et que je ne sais pas trop quoi. Quand on met les éléments, c'est la première fois qu'un tribunal civil, pour cette affaire-là, reconnaît évidemment l'existence de bases factuelles, de preuves suffisantes et matérielles. Et ça fera peut-être réfléchir certains avant de dire qui que pendre sur moi.
Parfait. Eh ben, merci beaucoup Romain et Jules pour cette petite introduction. Je suis désolé pour les petits micro-problèmes de son qu'on a eu au début. Normalement, a priori, tout fonctionne désormais parfaitement. Et du coup, je te propose qu'on bascule sur le contenu un petit peu de tes livres. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ces bouquins que je recommande chaudement. J'ai eu l'occasion de lire les trois, moi, de mon côté. Donc, je recommande vraiment à tous ceux qui nous écoutent d'aller acheter ces livres. En plus, vraiment, ils sont pas très chers. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Jules, et très facile à lire. Donc voilà, je te propose qu'on commence par le premier, donc l'industrie du football, FIFA, criminalité et politique, puisque ce premier livre commence sur le fameux scandale de la FIFA, autrement appelé aussi le FIFA Gate. Et d'ailleurs, c'est une histoire qui est absolument dantesque, dans lequel on parle d'oligarques mafieux russes, du FBI, de la Trump Tower, du MI6. Bon, alors sans spoiler, évidemment, tu racontes ce dont tu as envie de raconter et suffisamment pour faire la promotion du bouquin, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cet épisode-là, sur ce fameux FIFA Gate qui est aussi à l'origine de beaucoup de choses dans le fonctionnement du football mondial actuellement? J'estimais qu'il était important de repartir sur les bases parce que souvent on dit oui, mais t'exagères, etc. En fait, souvent j'entendais ça de certains. Je disais, mais en fait, tout ce que je peux dire, ça a déjà été prononcé des années auparavant par la procureure générale des États-Unis, Loretta Lynch, et par des juridictions internationales. Et je pense que c'est important de s'appuyer sur du factuel, comme d'habitude. Puis je savais, parce que ça faisait très longtemps, qu'en fait, tout ce qui a été fait était un peu mal interprété. Tu as à la fois du règlement de compte politique, mais surtout, en fait, ce qui est même le pire dans cette histoire, et c'est ce que j'essaie de démontrer à travers ce premier livre, c'est qu'en fait, on a prétendu combattre la FIFA et le système, alors qu'en fait, ça n'a jamais été le cas. Il y a eu des personnes qui sont tombées en effet, mais qui ont été remplacées par d'autres, et le système a été conservé. Et c'est encore plus pervers, parce qu'aujourd'hui, on fait croire que c'est une nouvelle FIFA, que tout a été nettoyé. Et quand tu vois l'ancienne procureure générale des États-Unis, donc Madame Lynch, qui t'expliquait à quel point c'était une mafia, aujourd'hui, cette même personne, elle donne des conférences pour la FIFA pour dire à quel point ils sont incroyables. Ouais. Alors que le système est resté le même. Et en fait, c'était aussi la collusion entre les plus grands États, entre les plus grands leaders politiques, le grand monde criminel, et la place accordée à cette institution très particulière qui est l'instance internationale du football. Donc c'était un peu ça mon idée, tout en ajoutant évidemment plein de choses liées à la région de la CONCACAF, qui est le centre de tout ça, donc l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et la On y Caraïbe. reviendra un petit peu plus tard sur la CONCACAF. Mais c'est génial la CONCACAF. Donc voilà, c'était ça un peu l'idée, c'était de permettre d'avoir une base pour que les gens ils comprennent réellement ensuite jusqu'où vont les ramifications politiques et criminelles de cette organisation. Mais c'est surtout, moi, ce qui est assez impressionnant et ce dont les gens ne se doutent pas forcément, c'est l'implication de juridictions qui sont très importantes. Je le citais tout à l'heure, le FBI, le MI6, toutes ces entités-là s'intéressent de près aujourd'hui aux activités criminelles de la FIFA et on n'en parle que très peu finalement. On n'en parle que très peu, il n'y a pas que, et surtout ce qui est le pire, c'est de ne pas finir le travail. En fait, tu le commences et quand les Américains font ça, déjà, moi, ce qui m'intéressait, c'est de revenir vraiment aux causes, parce que souvent on dit oui, ils n'ont pas eu la Coupe du Monde au profit du Qatar, donc ils ont lancé ça. Parce que Clinton était très énervé, c'est vrai qu'il pète un vase sur un miroir quand il rentre dans sa chambre d'hôtel, il dit fuck them, etc. Ok. Et ça, en fait, ça a donné les moyens. Mais en fait, l'enquête, elle était déjà antérieure à tout cela. Et en fait, tout le FIFA Gate, il part d'un concours de circonstances terribles, qui est des parties de poker clandestines faites par des anciens de l'URSS à la Trump Tower. C'est tout. Et en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'était, on a tellement abreuvé par des séries sur le FBI et tout, on a l'impression que c'est super pro, mais pas du tout. Mais pas du tout. Et je peux te le dire, parce que je suis en contact avec des mecs d'Homeland, liés à l'affaire d'Haïtienne. Toi, tu te poses des questions, il y a lui qui est remplacé par lui. Enfin, tu te rends compte, c'est pas du tout fluide. Et cette enquête-là du FBI, elle a absolument pas été fluide. C'est même, je te dis, t'as l'impression que c'était Gaston Lagaffe qui la menait parfois. Donc, c'était ça aussi qui m'intéressait. Et en effet, tu as les plus hautes juridictions qui s'intéressent aux affaires criminelles du football. Par contre, en aucun cas, ces organisations ont voulu changer le système. C'est quand même assez curieux, dira-t-on. Et du coup, la question qu'on se pose sur tout ça, c'est comment, je vais pas dire que, peut-être que tu vas me dire que les autres journalistes sont feignants, mais comment toi, tu as eu accès à tout ça? Pourquoi toi, tu t'y intéressé? En fait, pourquoi ça n'a pas pop avant, en fait? Tu mets notamment beaucoup en avant de certains journalistes, notamment le nom de Andrew Jennings qui revient très régulièrement dans ce livre. Andrew, on ne s'est pas connus, mais on a des amis enfin. À son âme, mais il y a pas mal de gens qui étaient avec lui, comme Jens Van Reich et d'autres. Et c'est vrai que moi, je publie surtout à l'international. Et à l'international, tu as plus de moyens qui sont mis à ce sujet-là. Les Rory Smith, les Tarek Panja. On peut parler des Nordiques, hein, les Lars Jorgensen, Harvard, notamment qui font Josimar ou des Inquisitors. En France, tu as quand même Rémi Dupré du journal Le Monde
fait du boulot, Antoine Bourlon de l'équipe, Alban Traquet de l'équipe. Non, tu avais à l'époque, au JDD, à l'époque, tu avais quelqu'un dont j'ai perdu le nom, honte à moi, qui avait beaucoup aussi écrit à ce sujet. Tu as des gens qui font le travail. Le temps en Suisse aussi, en fait. Mais après, c'est pas tout le temps. Et puis l'idée, c'est vraiment de donner une chronologie, en fait. C'est de relier les éléments et de essayer de lui donner un impact et une certaine visibilité. Maintenant, est-ce qu'il y a assez d'investigations sur ces sujets-là? Non. Mais ça n'empêche pas que certains ont la volonté de le faire. Donc voilà, après, il faut relier. Faut relier. Après ces enquêtes-là, moi je dis ça fait plus de 13 ans. Donc j'ai certains accès, on va dire ça comme ça, avec certaines affaires. Mais même sans ça, vu ce qui a été sorti dans la presse internationale, tu peux arriver à déjà connecter des éléments. Quand même. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, ce FIFA Gate démarre notamment de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar pour 2022. Et la Russie simultanément, exactement. Et la Russie simultanément, oui, bien sûr. Il y a eu, tout ça est parti d'un homme qui s'appelle Chuck Blazer, qui faisait partie de la CONCACAF. Tu veux nous parler un peu de l'ami Chuck? Ah bah il a un physique de Père Noël, mais faites attention. Hein. Les cadeaux, c'est surtout pour lui, et puis derrière sa longue barbirus se cache parfois un homme d'une violence incroyable. Écoute, c'était un géant, quelqu'un de très folklorique, parce qu'il avait toujours un perroquet sur l'épaule. Il avait Chuck Blazer and Friends, il avait un blog où il se prenait en photo avec Vladimir Poutine et toutes les grandes stars et tous les grands leaders politiques. C'était le numéro 2 de la CONCACAF, donc de la zone d'Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes. Et pour faire simple, c'était dirigé à l'époque par un Trinidadien, Jack Warner. Et ce duo-là, en fait, n'importe quelle compétition, quand tu achetais ta place, quand tu achetais un hot dog, quand tu achetais un maillot, quand tu te mettais sur la place du parking, quand tu lisais le journal dans un kiosque, et dans tous ces trucs-là, ils avaient un intérêt. Eux ou leur famille ou des associés, c'est-à-dire qui prenaient à chaque fois une partie. Ça, c'était absolument incroyable. Donc, ça a été des décennies de corruption, de pots de vin et de. C'était inimaginable. Et puis, jusqu'au moment, en fait, il se fait rattraper par l'administration fiscale aux États-Unis. Et en fait, c'est ce que tu disais, le FIFA Gate commençait déjà parce que, comme je l'expliquais, à la base, c'était une unité du FBI qui était spécialisée dans les crimes issus de l'Asie centrale, les crimes transnationaux d'Asie centrale et d'ex-URSS. Et en fait, ça a corrélé à un moment donné avec des grands mafieux et le football. Notamment lié à un ancien espion anglais qui s'appelle Christopher Steele, et certains journalistes d'ailleurs, qui ont aidé. Et en fait, à un moment donné, ils ont vu ce nom-là. Et c'est un administrateur fiscal qui dit, mais lui, il y a un problème. Et en fait, quand lui, il a réussi à tracer, il l'aura tracé au FBI, donc l'administrateur du fisc aux États-Unis, et ils vont aller le voir et il va coopérer, et c'est lui qui va être la taupe du FBI, et c'est de lui dont tout va sortir. Et également d'un autre homme, qui est le secrétaire général de la Fédération des Bahamas. Parce que sans ce mec-là, donc c'est une des pires fédérations du monde, mais qui va montrer et prouver les opérations pour truquer et acheter des votes par un Qatari, Mohamed Bin Hammam, il n'y aurait rien eu de tout ça. Donc, tu vois, c'est toujours l'importance que je te disais. Des fois, on a tendance à dire, oh, c'est les Bahamas, c'est des pays où on ne s'intéresse pas. Et c'est souvent là que tu as les meilleurs. Et c'est surtout, c'est des pays qui ont une importance primordiale dans le vote de la FIFA. Et quand je dis des pays, même des confédérations plus globalement qui sont contrôlées par une seule personne. Tu donnais le nom de Jack Warner, mais la CONCACAF aujourd'hui était contrôlée entièrement par pas aujourd'hui, pardon, à l'époque, était contrôlée entièrement par Jack Warner et c'est lui qui décidait des votes de la FIFA. Donc c'était Mais Jack Warner, ça a été. C'est le roi des Caraïbes. Vraiment, c'est absolument incroyable. C'est pire que Jack Sparrow, le mec. Mais il avait. Je sais même pas comment expliquer. Uncle Jack, il est incroyable. Il contrôlait vraiment tout. Et d'ailleurs, il n'a toujours pas été extradé aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est dirigé par un Canadien, Victor Montagliani, qui, pareil, a une mainmise absolue sur cette confédération. Et je tiens à rappeler pour la FIFA pourquoi les Bahamas, Aruba, le Tchad, c'est important, c'est qu'un pays égale un vote. C'est-à-dire que le vote de la France aux États-Unis a la même valeur que celui des Bahamas ou d'Aruba. C'est à partir de là, on comprend pourquoi les petites fédérations sont longtemps choyées par les confédérations et la FIFA. Je me permets de faire juste un petit rappel pour tous ceux qui sont en direct avec nous à la Cité Fertile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y aura un moment de questions-réponses prévu à la fin pour Romain, si on a encore un petit peu de temps, mais on s'organisera pour en avoir un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas. Et là, du coup, Romain, tu nous as parlé un petit peu de ce qui pouvait se passer, mais là, on parlait de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, c'était il y a quelques temps, c'était il y a 15 ans. Heureusement, Gianni Infantino est arrivé et la FIFA a tout balayé. Oui. Et j'imagine que la nouvelle FIFA n'a rien à voir avec ce qui a pu se faire avant. Bon, attends, médisant, mauvaise langue, vous n'avez pas honte, ça seigneurie Gianni. Alors, c'est vrai qu'ils ont changé quelque chose, ils payent encore plus de boîtes de relations publiques et de communication extérieure pour dire à quel point c'est beau. Tu vois, c'est la nouvelle FIFA qui est inclusive, qui est égalitaire, qui est écolo. Enfin, en fait, ils te mettent plein de trucs comme ça. C'est quand même assez particulier parce que tu te rends compte que c'est toujours le même système.
Sauf qu'on a renforcé le pouvoir présidentiel et que lui, il a changé une chose importante. C'est qu'auparavant, Sepp Blatter rencontrait les chefs d'État en compagnie des présidents de fédérations locales. Infantino, lui, ne rencontre pas les présidents de fédérations locales, souvent il rencontre directement le chef de l'État. Donc il a politisé encore davantage cela avec tous les honneurs qu'il peut recevoir. On rappelle qu'il a été décoré par la Russie, par le Congo-Brazzaville, par la Centrafrique, par le Nigeria et par d'autres pays. Il adore quand on lui met le tapis rouge, des pancartes à son effigie. Il vise le prix Nobel de la paix et se verra à terme secrétaire général de l'ONU. Voilà, donc avec ça, on parle un peu de la mégalomanie de la personne. La FIFA n'a jamais autant distribué autant d'argent. À titre d'exemple, par exemple, il est intervenu au G20 après avoir été invité par Mauricio Macri, l'ancien président argentin. Ouais. Et c'est exactement le genre d'événement qui raffole à tout va. Et quand Mauricio Macri perd les élections en Argentine, eh ben, la FIFA lui donne un poste. Oui. D'ailleurs, anecdote que j'ai récupérée il y a quelques mois, j'ai récupéré un courrier officiel du président de la Fédération d'Israël de football qui remercie Gianni Infantino pour son rôle dans les accords d'Abraham, donc de normalisation entre Israël et certains pays arabes dans les Émirats. Alors, quel rôle il a tenu et qui l'a invité, je n'en ai aucune idée, parce que personne ne veut expliquer. Mais là, on a carrément Infantino qui a participé aux accords d'Abraham et il explique par le foot et tout. Donc, ça te montre à quel point la FIFA est aujourd'hui un acteur capital de la mondialisation. Il y a un des gros points justement qui pose problème sur la FIFA, c'est que tu l'as dit, Gianni Infantino a renforcé son pouvoir présidentiel et aussi évidemment le pouvoir des gens qui l'entourent. L'un des gros problèmes. Non, surtout le sien. Ouais. Il a vraiment des gens autour de lui qui sont des laquais. Oui, mais vraiment, c'est du laquais. Moi, je te dis, j'ai eu des conférences avec la commission d'éthique de la FIFA. À un moment donné, tu te dis, c'est une blague. Tu te dis, soit ils sont stupides, soit ils me prennent pour quelqu'un de stupide, soit ils ont des ordres. Mais tu te dis, c'est pas possible. Tu te dis, c'est pas possible. Je vais te donner un exemple concret. C'était la Colombie. Comment elle s'appelle? Rojas. Ils ont nommé pour gérer les investigations Rojas de la Colombie. Parce que la Fédération de Colombie a dit, vous inquiétez pas, elle est très bien. Sous-entendu, elle va bien écouter. Il y avait une audition d'une personne en Haïti qui donc évoque des choses terribles d'agression sur mineurs qu'elle avait subies. T'as Rojas qui est en visioconférence, déjà avec un traducteur automatisé robotique, c'est une catastrophe. Et il y a son gamin qui joue en même temps. J'ai jamais vu une audition de quelqu'un qui a connu l'innommable. Et elle est à son gamin qui hurle. Enfin, c'est un manque de professionnalisme, j'étais choqué. Et pour te dire à quel point elle est catastrophique, avec Yeli Juarez, qui était une Mexicaine qui travaillait à la FIFA aussi, à un moment donné, elles disent oui, mais lui, elle parle d'un homme, et je lui dis, mais il est à la fédération, lui. Elle me dit, non, il n'est pas à la fédération. Je dis, il est à la fédération. Non, non, Seigneur Molina, vous vous trompez. Je dis, bah, vérifiez. Ah oui, en fait, il y est. Ah, oui, oui. Et après, je leur dis, il y a une personne qui vous a donné un témoignage, je le sais, est-ce que vous l'avez? Elle cherche, elle me dit, mais non, j'ai pas ce témoignage-là. Bah, je lui dis non. Mais non, mais Seigneur Molina, c'est pas vrai. Je prends le téléphone, je lui montre. Et là, elle voit, parce que la fille m'avait montré, m'avait en gros mis une copie. Et là, moi, je parlais pas, ça va. Elle dit à son assistante, mais Iris, mais il est passé où le témoignage? Et donc, ils avaient perdu le témoignage. Si je gueule pas, non, mais ils ne le retrouvent jamais. Donc, si tu veux, tu as des gens qui sont complètement inféodés, dont la capacité professionnelle est quand même très limitée parfois, et c'est évidemment voulu. Et aujourd'hui, tu n'as plus aucune indépendance à la commission éthique de la FIFA ou à la commission de discipline, ce qui est bien terrible. Oui. Et ben d'ailleurs, c'était le premier truc qu'Infantino a fait d'ailleurs, excuse-moi, le premier truc qu'il a fait, ça a été ça. Justement, c'est là où je voulais en venir. C'est le vrai problème de la FIFA aujourd'hui, c'est que tu n'as aucune instance de régulation supérieure à la FIFA qui est contrôlée par un dictateur, si on peut dire les mots, et il n'y a aucune perspective d'évolution. Et la justice suisse, évidemment, qui ne dit rien. Même s'il n'est pas content, Infantino, il veut déménager la FIFA, on pourra en reparler. Et puis surtout, dès qu'il y a une décision de justice nationale contre une fédération affiliée à la FIFA, et ben la FIFA va te dire c'est une ingérence politique. C'est-à-dire que la FIFA se met contre et explique qu'une décision de justice, et ben ça va contre ces fédérations. Parce que c'est une ingérence politique. Donc pour eux, ils ne reconnaissent même pas, bien souvent, les décisions de justice prises par certains tribunaux à travers le monde. Je te laisse imaginer quand même où ils se mettent. Et du coup, c'est marrant parce que tu parlais d'ingérence politique. La FIFA sort cette petite queue de Mickey à tout moment dès que ça les emmerde un petit peu. Mais on voit par exemple que dans l'autre sens, à tout hasard, sur le continent africain, eux, ça les dérange pas trop d'y aller. Parce que tu le rappelais tout à l'heure, je le rappelle pour ceux, par exemple, qui viennent de nous rejoindre, que dans la FIFA, une fédération égale un vote, chaque pays a une voix. Voilà. Et donc, évidemment, avec 54 confédérations en Afrique, on va dire que la FIFA est très attentif à ce continent-là et que là, l'ingérence politique, ça y va. Elle fait très attention, on va dire, à choyer ses 54 membres qui parfois ont des soucis avec les États.
Alors parfois, ça peut être de l'ingérence, mais en fait, l'ingérence, ça a double variante. Quand au Rwanda, prend la fédération, le secrétaire général démissionne et qu'un très proche du pouvoir est installé, bon là, il n'y a pas d'ingérence politique, parce que le Rwanda de Paul Kagame est en très 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 bon terme avec Gianni Infantino. Par contre, quand c'est le Tchad, où tu as des décisions de justice, on rappelle qu'on peut penser ce qu'on veut du Tchad et du régime, tu as quand même une séparation des pouvoirs dans la Constitution. Et bien là, c'est de l'ingérence politique. Alors que je rappelle qu'au Tchad, par exemple, la FIFA a essayé de faire passer un candidat unique qui est en liberté conditionnelle et qui avait été viré de la fédération parce qu'il a été accusé d'avoir détourné les subventions FIFA. Et c'est ce monsieur-là, M. Ibrahim Foula, que la fédération derrière, que la FIFA derrière voulait promotionner. Donc, élection à un candidat, à applaudimètre, enfin, pour applaudir, sans opposition, parce que ça évite les mauvaises surprises. Et dès qu'il y a une décision de justice potentiellement qui peut entraver un des candidats de la FIFA, comme au Mali, où je rappelle que depuis plus de 10 mois, le président Bavieux Touré est toujours en prison, on rappelle que la FIFA et la Confédération africaine de football, et l'ont même déclaré publiquement, ont tout fait pour aider à sa libération. Donc j'ai presque l'impression que c'est Al Capone. Tu vois, il se fait choper par la patrouille, et puis tu as le grand syndicat qui arrive qui dit oh, mais faut le libérer là. Ben voilà, c'est pareil. Pareil. Bah tiens, justement, on va pouvoir basculer un petit peu. On a déjà commencé à basculer un petit peu sur éventuellement le deuxième tome de ton triptyque, qui est beaucoup plus axé pour le coup sur l'Afrique et sur notre très cher président de la République, Emmanuel Macron. Oui. On a commencé à parler un petit peu de l'Afrique, justement, dans lequel, évidemment, la France, à travers ses relations diplomatiques avec Gianni Infantino, oh regardez, il est parfait, il fait le teasing, voilà, exactement. Voilà. Du coup, ce que je disais, c'est que Emmanuel Macron, évidemment, à travers ses relations avec Gianni Infantino et avec la FIFA, tente aussi d'améliorer ses relations avec un bon nombre de pays africains. Tu les cites dans ce livre, justement, sur le Congo. Il y a des histoires folles sur le Congo. Tu as parlé du Rwanda. Bon, il y a plein d'exemples, évidemment, qui sont cités. Centrafrique. Comment? Centrafrique aussi. Ah oui, dans Centrafrique, bien sûr, ouais, évidemment, qui est symbole un petit peu des différents problèmes qu'a eu Macron en termes de politique étrangère. Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de ces relations qu'il y a entre Emmanuel Macron et Gianni Infantino? Et je pense que tu vas arriver très rapidement aussi sur le sujet de l'hôtel de la Marine, qui est un sujet central. Qui ont quitté, comme annoncé. Et en fait, on avait beaucoup parlé à l'époque quand la FIFA avait installé une office à Paris. Ça avait été fait en grande pompe, en présence d'Emmanuel Macron, et c'était donc à l'hôtel de la Marine, un hôtel d'ailleurs financé en partie par le Qatar, qui héberge d'ailleurs une collection d'art d'un membre de la famille royale. Et donc, dans cet édifice prestigieux, la FIFA a délocalisé une partie de ses bureaux, principalement dédiés à la gouvernance, notamment africaine. Donc ça, il y a deux points. Il y a d'un côté la volonté d'Infantino de délocaliser de plus en plus de services de Zurich, et à terme de délocaliser les quartiers généraux de la FIFA potentiellement à Singapour, voire aux États-Unis. Mais Singapour, aujourd'hui, le favori. Et donc, la France était toute contente, toute heureuse d'accueillir une officine de la FIFA avec Macron qui a promis monts et merveilles, lui et son conseiller des sports, Cyril Morin. Ils ont tout promis à Gianni Infantino pour l'attirer, avec dans l'idée de se dire pourquoi pas accueillir complètement ensuite la FIFA à Paris. Et en fait, à l'époque, c'était la lune de miel vraiment entre Macron et Infantino. Quand tu dis, promesses. pardon, excuse-moi Romain, quand tu dis tout promettre, on parle d'énormes avantages fiscaux, des cadeaux. En gros, tout ce que la FIFA voulait, il y avait une idée de leur promettre pour leur installation, les locaux, au niveau fiscal, voire au niveau diplomatique. Et c'était Emmanuel Macron et son conseiller sport, pour là d'ailleurs Cyril Morin. Des choses qui ont été d'ailleurs retoquées par le Conseil constitutionnel tellement ça a été très mal fait en fait. Mais en fait, si tu veux, ils ont corrélé tout ça, et ça qui est intéressant à étudier, c'est qu'en fait, ce bureau à Paris était corrélé à l'Agence française du développement, notamment pour la politique française en Afrique, avec certains investissements. Et corrélé également au discours de Macron de Ouagadougou, qui est son premier discours de sa première tournée africaine qu'il fait à l'université de la capitale du Burkina Faso, où il va notamment parler du sport et de tout ce que la France peut apporter à ce sujet-là, en mettant deux points en exergue, le football, mais également les Jeux Olympiques. Discours évidemment qui a beaucoup apprécié Gianni Infantino dans son idée mondialiste et tout cela. Et donc en fait, la France se sert de ce bureau de la FIFA pour améliorer son influence en Afrique. C'était l'idée de base. Bon, au final, ça a complètement échoué. Et dans ces dossiers absolument scabreux, tu as le projet Championne. Et en fait, on retrouve toujours les mêmes mécaniques, c'est-à-dire beaucoup de communication, des boîtes de relations publiques et d'intelligence économique pour dire regardez comme on est bien, regardez comme on est gentil pour le développement en Afrique, l'égalité, l'inclusion, enfin bref, toutes ces choses-là. Et donc, ils ont fait ce programme Championne qui est pour soi-disant l'émancipation de la femme, des jeunes, au Bénin, Togo et Guinée, trois pays où la France est quand même plus qu'implantée, notamment depuis
le gouvernement de transition en Guinée du Mamadi Doumbouya, qui est quand même bien arrosé par des projets de l'Agence française de développement. Et donc, on a fait ces programmes-là, et notamment en Guinée, ce que je révélais à l'époque. On a fait un centre, soi-disant, sans abus, où il y avait les ministres, les ambassadeurs, enfin, vraiment tout le gratin franco-guinéen, pour nous expliquer à quel point c'est pour les droits de la femme, qui font ci, qui font ça. Il y avait également l'UNICEF également qui est partenaire de ce projet. Et en réalité, ce fameux centre magnifique, inclusif, etc., pour les droits des femmes, en fait, était un centre d'abus principalement sur mineurs, avec l'innommable, avortement et tout ça, qui avait dû fermer en catimini. Et moi, je sors l'affaire dans le livre, ensuite je l'ai mis sur Sport News Africa. Et tu vois, quelques mois plus tard, l'Agence française de développement est toujours dans le silence. Enfin, elle dit non, mais il y a une enquête en cours, soi-disant, par la fédération. L'AFD reconnaît après coup quand même qu'ils avaient eu des alertes. La fédération ne sait pas quoi faire. Elle dit oui, c'est l'Office des mœurs en Guinée qui va gérer ça. Tout le monde se refile la patate chaude, la FIFA aussi. Tu as quand même 5 coachs aujourd'hui qui ont été suspendus. Donc tout le monde avoue qu'en effet, il y a eu des abus dans ce centre-là, ce fameux centre qui luttait contre les abus, qui était soi-disant magnifique pour l'image de la France, de la Guinée et de la FIFA. Et aujourd'hui, aucune de ces grandes institutions ne souhaite prendre ses responsabilités à ce sujet. Qui montre en fait toute la perversité du système FIFA et également de l'AFD qui, quand elle se fait prendre la main dans le pot de confiture, dit que c'est pas elle. Oui, parce que, enfin, je ne sais pas si tu l'as précisé, mais l'AFD avait son bureau lui aussi à l'hôtel de la Marine, juste à côté du bureau de la FIFA. Et en fait, ils ont corrélé les activités. Mais ça, ils l'ont dit officiellement en fait. Quand tu vas sur le site de la FIFA, c'est noté que ce bureau est fait en partenariat avec l'Agence française du développement. Donc, quelque part, c'est un outil d'influence pour la France, principalement en Afrique. Sauf que, comme tu le disais, eh ben, la lune de miel, elle s'est terminée très rapidement, parce que les promesses n'ont pas été tenues. Les amendements spéciaux, notamment pour le régime fiscal, etc., ont été retoqués par le Conseil constitutionnel. Donc la FIFA n'a pas pu obtenir ce qu'elle voulait, et petit à petit a plié bagage. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une dizaine d'employés sur la quasiment quarantaine qui étaient là, et ils ont déménagé dans des locaux plus petits. Et en aucun cas, la FIFA va davantage s'installer en France. Et même aujourd'hui, les relations entre Emmanuel Macron et Gianni Infantino se sont sérieusement refroidies. Et justement, on parlait des relations de Macron avec Infantino. Macron, il aime bien les puissants de manière générale. Il est aussi très proche, on va basculer sur ton troisième livre, qui est le livre noir des Jeux Olympiques, qui est d'actualité. Il aime bien être très proche également de celui qu'on nomme Thomas Bach. Pour ceux qui ne le connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un peu qui est ce charmant personnage C'est le roi soleil, comme il se fait surnommer à Lausanne. C'est Monsieur le Président, hein, comme l'appelle Emmanuel Macron, mais François Hollande l'appelait pareil, Monsieur le Président. C'est un ancien escrimeur allemand qui est aujourd'hui patron président du Comité international olympique. Et avec Gianni Infantino, ce sont probablement les deux hommes des instances sportives les plus puissants du monde. Oui, et d'ailleurs, on parlait de la FIFA, de sa corruption, du pouvoir présidentiel de Gianni Infantino. Mais ce que tu dis dans le livre, c'est que là, on est sur des dimensions pour Thomas Bach qui sont encore plus démentielles. C'est une autre planète. En plus, c'est discret le CO, parce que personne s'y intéresse réellement, notamment en France. Oui, c'est ça, tous les 4 ans. La politique quoi, du CO, tous les 2 ans. pas grand monde. Alors qu'en fait, c'est fascinant. Et deux, alors là, c'est un monde. Déjà, la FIFA, c'est un monde parallèle. Mais là, c'est une galaxie parallèle. Hein. Là, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. C'est la galaxie du CEO, avec ce monsieur qui est reçu dans le monde entier avec le tapis rouge. Alors la France l'avait reçu avec vraiment. C'était un accueil royal, on peut le dire. Et ils font ce que bon leur semble ici là, sans rendre compte à personne, parce que contrairement à la FIFA qui a quand même un minimum de démocratie, un pays égale un vote, bah là non. Hein. Là, tu as 105 membres, cooptés entre eux, parfois plusieurs membres d'un même pays, ils rendent de compte à personne. Beaucoup comparent le CO à une secte, une nation presque privée, qui est supranationale, qui, comme je l'ai dit, s'affranchit de toutes les lois et fait signer des conventions et des traités à des États qui sont liberticides, qui rognent par exemple le droit du travail et plein d'autres droits pour les citoyens. Pour préciser juste ce que tu dis, ces traités, enfin ces lois liberticides qui font signer, ils se servent de l'excuse entre guillemets des Jeux Olympiques pour pouvoir les mettre comment on dit, mettre en application. Ce qui est en plus fou, c'est que ce CIO, il est le seul gagnant des Jeux Olympiques. Parce que ce sont uniquement ses sponsors, ses droits de diffusion, et tu as le droit à rien. Et tous les États, la Russie, la Corée du Sud, la Chine, l'Angleterre, la Chine, ce que tu veux, la France, tous ils se plient à ça. Et en France, c'est vrai que tous les anciens chefs d'État et tous les partis politiques sont pour. C'est quand même assez incroyable. Et mon but, c'était de montrer l'horreur, la monstruosité même, de ce qu'est la fameuse famille olympique, tu sais, les valeurs olympiques qu'on nous rabâche. Et donc, si ça, c'est des valeurs, les expérimentations humaines et la corruption de masse, bah, donc,
Mais bon, sur tête de belles valeurs, visiblement, pour Emmanuel Macron et François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui en étaient dingues à l'époque. Et justement, tu rappelais à juste titre que c'était un peu tous les États qui se pliaient devant ces instances-là. Il y a une anecdote qui est assez sympa dans ton livre et que les gens connaissent pas forcément, c'est le fameux duel qu'il y a eu entre Paris et Londres en 2012. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, parce que c'est assez croustillant quand même. Ce qui est assez fou, en fait, c'est que 2024, en fait, se fait sur les ruines de la candidature finalement avortée de Paris pour 2012, qui pensait avoir gagné et qui, au finish, se fait avoir pour quelques voix. Il y a un chapitre qui s'appelle Pour 4 traîtres. Et derrière, la France cherchait le traître. Et en fait, il y a Tony Blair qui a fait, c'est vrai, une intense campagne de lobbying les derniers jours à Singapour. Le vote se tenait à Singapour. Et certains votes, en fait, ont changé. Et tu te rends bien compte qu'en effet, il y a eu des choses pas très catholiques. Et en fait, tous les coups étaient permis avec les boîtes de lobbying, d'influence. Et les Anglais, sur ça, ils avaient une politique assez agressive, ce que Bertrand Delanoë, d'ailleurs, reprochait, et d'ailleurs l'ensemble de la candidature française. Sauf que, en fait, comme a dit Henry Kissinger après, il a dit, mais la France a rien compris au CIO, à comment ça fonctionnait. Et notamment sur ces questions de lobbying, de séduction. Tu sais, quelque part, le CIO aime se faire courtiser. C'est la plus grande des courtisanes, et elle s'offre souvent au plus offrant. Et là, c'était un peu le cas. Et donc, en fait, ce qui est très drôle, c'est que il y a eu ces nuits interminables. On a reproché ensuite à Jacques Chirac de ne pas avoir fait comme Tony Blair. Bon, ce qui est certain quand même, c'est que la France avait les mêmes appuis que l'Angleterre, en s'appuyant notamment sur son ancien empire colonial et notamment certains réseaux africains. Et les mecs ne se cachaient pas vraiment. Par contre, quand c'est les Anglais qui le font, ça n'allait pas. N'oublions pas Madrid aussi, parce que c'est un match à 3. Madrid n'était pas passé loin pour 2012. Et en fait, ce qui est très ironique, c'est que pour 2024, eh ben, ceux qui ont fait la campagne de l'Angleterre en 2012 eh ben, ont été recrutés par Paris. Ces mêmes personnes qui étaient vilipendées, on les appelait Monsieur Salcou, etc. Ben, après, c'est la France qui les a recrutés. Donc, tu vois, c'est quand même très ironique de voir qu'en quelques années, ceux, on disait, ah non, nous, on ne va pas s'abaisser à ces méthodes-là. Et pour 2024, finalement, on a pris les mêmes. D'ailleurs, il y a une phrase qui est assez marquante dans un des chapitres de ton bouquin qui dit c'est souvent la délégation qui se couche le plus tard qui remporte le vote le lendemain. Moi, j'ai trouvé ça super comme formulation. La première personne qui m'en a parlé, elle travaille à la FIFA. Et après, quelqu'un du CEO. Donc, tu vois, c'est marrant parce qu'ils ont le même discours. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils essayent de changer un peu tout ça. Et s'ils ont le choix, ils préfèrent aujourd'hui avoir des élections à candidature unique. Ouais. D'ailleurs, on pourra en reparler. Moi, je peux te le dire, j'en parle un peu dans le livre, mais là, je peux te le dire clairement, parce que là, j'ai eu d'autres éléments après. Tokyo 2020, ils ont acheté des votes. Alors, oui, mais c'est ça. Mais c'est il y a déjà des soupçons, j'en parle dans le livre, mais en Afrique, ils l'ont acheté, et je peux le dire parce que c'est passé par un Français. Mais je pense que son nom sortira bientôt par la justice. Et ce sera marrant parce que mon petit doigt me dit qu'il est à 2024 aussi. Mais mon petit doigt, hein, donc je ne sais pas si mon petit doigt a raison, mais de ce qu'il me dit, oulala, il a un rôle important. Non, mais c'est ce que tu dis, c'est aussi un des problèmes auxquels fait face le CIO aujourd'hui et les Jeux Olympiques, c'est que dernièrement, il y a eu d'énormes problèmes à la fois de corruption sur tu parles de Tokyo 2020, il y a eu un scandale aussi sur Rio 2016, il y a eu des problèmes avec un mort pour la candidature de Vancouver 2010, il y a eu des dépassements de budget qui étaient monstrueux sur Pékin 2008, Rio 2016, etc. Il y a Sochi aussi, c'est marrant. Sochi aussi, oui, ben, j'ai oublié Sochi évidemment. Mais voilà, et tu parles beaucoup aussi de Sydney aussi dans ton bouquin. Oui. Qui est assez Salt Lake. Comment? Salt Lake aussi, hein, Salt Lake City. Salt Lake City, évidemment, ouais, bien sûr. Et du coup, tout ça fait qu'aujourd'hui, le CIO a du mal à trouver des villes candidates avec des projets qui sont entièrement viables et surtout avec des projets qui ont aussi pour objectif de mettre encore plus le paquet que l'édition précédente. Voilà, et avec des budgets qui peuvent rester un petit peu dans les cordes aujourd'hui. Le problème, c'est que les projets sont de plus en plus pharaoniques. Et en fait, pour 2024, par exemple, tu avais la Hongrie qui candidatait aussi, avec Budapest. Parce qu'en fait, c'est trop gros pour des villes comme ça aujourd'hui. Et eux, ils disaient, oui, justement, ça fait longtemps qu'une ville de taille, intermédiaire, même si je ne sais pas si on peut dire que Barcelone est une taille intermédiaire, mais quelque part, oui, c'est pas Londres, c'est pas Séoul, c'est pas Tokyo. Ben, aujourd'hui, ces villes-là, ça coûte trop cher. Et c'est des gouffres absolus. Donc, et c'est pareil pour la Coupe du Monde de football. Tu remarques qu'aujourd'hui, ça se fait sur plusieurs pays, que les demandes sont de plus en plus grandes. Pareil pour les Coupes d'Afrique des Nations, les Coupes d'Asie. En fait, on a une politique du gigantisme et du spectacle, sauf que c'est au détriment, quelque part, des États et des deniers publics. Mais attends, Romain, je comprends pas. Je croyais que les jeux finançaient les jeux. Oh, surtout ceux de Grenoble, là, ils avaient bien financé. Ouais, c'est bien financé. Il y a 26 ans à payer, c'est ça, les gens de Grenoble. Non, mais tu vois, le plus grave, c'est que de voir une ministre des Sports
Madame Castera et Monsieur Tony Estanguet, te bassiner et avec les soi-disant études indépendantes pour te dire que les jeux vont payer les jeux, qu'il va y avoir un ruissellement ou que sais-je, alors que historiquement, ça n'a jamais été le cas. Donc on va dire que Paris va réussir ce que la Russie n'a pas fait. Les États-Unis, la Chine, l'Angleterre, la Corée du Sud, le Japon, et quand même la France n'a pas réussi. Mais les génies de Paris 2004 vont y arriver. Mais moi je m'incline, moi je leur dis bravo à ces mecs-là. Bravo, bravo. Vous allez faire ce que personne n'a jamais réussi dans l'histoire. Mais oui, croyez-y. Mais et d'ailleurs, c'est justement la raison pour laquelle le CIO voulait absolument conserver la double candidature entre Paris et Los Angeles. Est-ce que tu sais si, par exemple, sur 2032, parce que je pense que du coup l'attribution normalement des Jeux 2032 devrait pas arriver dans trop longtemps, parce que normalement ça a été attribué à Brisbane. À Brisbane, oui, pardon, j'avais complètement oublié. Je peux t'en dire une qui est marrante, qui moi, je sais pas s'il faut rire ou pleurer par contre dans ce que je vais te dire. Mais tu as le totémique, le monstre de l'olympisme australien qui s'appelle John Coates. Oui. Un cas le plus gros cumulard du monde. Dont tu parles beaucoup dans le bouquin. Mais il est incroyable, lui. Donc il est de partout. Et lui, si tu veux, j'ai les mails de ça. Lui et son assistant, je sais plus son assistant, elle a envoyé au comité d'organisation de Brisbane en gros, si tu veux, tout ce qui va être, en gros, les conditions et tout ce que le CEO va vraiment noter. Alors je sais même pas si c'est légal, parce que je sais même pas si ça a été envoyé aux autres candidats, tu vois. Et quand, avec le gardien, on a commencé à poser les questions, personne n'a voulu répondre, parce qu'ils ont dit, en gros, si on répond, on va pas avoir les jeux après. Donc, de là à dire qu'il y a du favoritisme pour 2032, il y a un pas que certains franchiraient allègrement, mais moi, je n'oserais pas, ce n'est pas mon jeu. Eh ben, Gianni Infantino, Thomas Bach, même combat. Hein. Attends, et là, actuellement, on est en train de jouer 2036, et je peux te dire qu'il y a une grande délégation indienne qui va venir à Paris pour faire un intense lobbying lié à tout ça, parce que l'Inde de Modi va couper 2036. Et du coup, Romain, bon, il nous reste 10 minutes pour conclure, parce que du coup, ça intéresse aussi les gens au niveau de l'actualité, vu qu'on vient d'en parler. Comment ça se passe au niveau de l'organisation très professionnelle de ces JO de Paris qui sont dans moins de 15 jours, là, on est serein? Vous pouvez pas... Ça veut dire quoi? Vous êtes ironique, monsieur, c'est ça? Non, Vous allez critiquer le travail d'Amélie Oudéa-Castéra et de Tony Estanguet, de monsieur Taubois? Vous n'avez pas honte? Moi, à votre place, vous savez quoi? Moi, je me baignerais dans la Seine. Moi, je pense que c'est une bonne idée qu'on a Alors, fait. vas-y, justement, la scène. Commence par la scène, si tu veux. L'entêtement. À la base, il n'y avait pas de plan B. Tony Estanguet, il a dit, et maintenant, il dit qu'il y a un plan B. Donc, tu vois, je suis fan des déclarations des mecs. C'est comme la gratuité des transports. C'est comme les lignes de métro qui n'ont jamais été ouvertes. C'est comme le centre de tir. On a mis 15 millions pour rénover un parc à la Courneuve avant que les génies s'aperçoivent. Ah, mais mince, en fait, c'est trop petit, on peut pas mettre le public. Si on allait à Châteauroux le faire, parce qu'on a déjà un centre, qu'est-ce que tu veux que je te dise devant tant d'incompétence? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors attention, globalement, ça va marcher. Tu n'as pas que des incompétents, mais tu as quand même des gens à la tête. Je vais juste donner une anecdote. À un moment donné, le comité d'organisation était plus préoccupé par régler les affaires privées et de fesses des gens du COJO, parce qu'en fait, tu en as un qui a commencé à se mettre avec 3-4 femmes à l'intérieur du COJO en même temps. Ça a fait des espèces de bagarres en interne, qui fait qu'ils étaient plus occupés à savoir qui a couché avec qui que de savoir si le parc de tir était suffisant pour accueillir le public. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Maintenant, pour la scène, le plus grave, c'est ce que je dis dans le livre, c'est quand même qu'ils ont fait des tests humains. Ouais. J'en dis pas plus, les gens pourront lire le livre et verront ce qui s'est passé. Oui. Bon, je ne spoil pas, parce que j'aurais pu aussi parler, par exemple, du centre aquatique dont tu parles, de la rénovation de la tour de Montparnasse qui n'a même pas commencé. Et que dire à Tahiti? Que dire à Tahiti, oui. Parce que c'est des jeux écolos, je te rappelle. Donc c'est les premiers jeux écolos au monde qui vont casser à 14 endroits du corail. Donc moi, je trouve ça beau. Je suis d'accord. En fait, tu vois, avec Paris 2024, on a une autre idée de l'écologie. Ouais, tu casses du corail, oui, mais il y a des boîtes de com qui te disent oh, c'est écolo. Et il faut rappeler pourquoi ils ont cassé du corail, c'est pour l'épreuve de surf, parce qu'ils ont voulu construire une autre tourelle pour plaire au CIO, afin de mettre des toilettes super modernes et la climatisation là-dedans. Et pour ça, on a pété du corail à 14 endroits différents, et ils se sont rendus compte qu'en plus, c'était inutile. Donc c'est magnifique. Tu veux que je dise quoi? Il y a beaucoup de non, mais qu'est-ce que je peux dire? Pour avoir des chiottes super modernes, on a pété du corail à 14 endroits. Pour que les juges du CO soient contents et puissent poser de manière auguste. Ah, bravo. Ah, bravo. Ouais, mais c'est on est d'accord. Les félicitations du jury. Ouais, exactement. Je rappelle pour tous ceux, s'il y en a qui veulent poser une question à Romain, n'hésitez pas, on va avoir 5-10 minutes à la fin. Si vous voulez poser des questions, vous êtes évidemment les bienvenus. Avant ça, je voulais quand même clôturer, puisqu'on a parlé évidemment
un petit peu de la secte du CIO, on a parlé un petit peu de Macron, on a parlé un peu des jeux qui allaient venir. On n'a pas parlé trop des relations aussi un petit peu mafieuses que pourrait avoir une partie du CIO. Tu donnes un exemple avec notamment la Fédération internationale de boxe. C'est bien ça. Oh là là. Ouais. Qui est assez marquant, et la proximité avec les réseaux mafieux et le président. Avec notre ami Gafour Akimov, notre Voilà. ami ouzbek, l'un des plus grands trafiquants d'héroïne, visiblement, qui est sous sanction américaine. Hein. Voilà, entre autres. Non, mais tu vois, ce qui est incroyable avec Gafour, Akimov, c'est un chouchou. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un type. Il a réussi à se faufiler pendant 20 ans dans différentes commissions liées à la famille olympique, tu vois, notamment la Confédération asiatique de boxe, le Comité national olympique ouzbek. Et puis il était vice-président quand même en Asie. Et pour te dire, donc, on lui a refusé l'accès à Sydney, je rappelle, pour les Jeux. Merci de nous faire visiter un peu l'Andalousie, c'est super sympa. Ah non, mais parce que j'ai vu que là, avec le soleil, ça passe plus. Donc, on va rentrer donc si tu veux, on lui avait refusé l'accès sur le territoire en France, hein, il y avait plein d'alertes, mais le CO n'a jamais rien dit jusqu'au moment où en fait il est devenu président par intérim de la Fédération internationale de boxe. Et là, il y a des médias qui se sont intéressés, et du jour au lendemain, il était non fréquentable, alors que pendant 15 ans, on lui a rien dit. Alors que bon, il était déjà sous sanction américaine pour son appartenance supposée à un des plus grands trafics d'héroïne au monde. Ok. Et oui, justement, tu donnes l'exemple des JO 2000 où Thomas Bach a envoyé une lettre directement au président australien pour permettre à... J'ai oublié son nom. Razimov, pardon, c'est ça? Gafour Akimov. Akimov, pardon. Akimov. C'était pas Bach, je crois que c'était Samaranch qui était à l'époque là. Samaranch, pardon, c'était pas Bach. Ouais. Mais le pire, c'est que tu as comment il s'appelle, le procureur général d'Indonésie qui avait fait une déclaration en disant ils ont une drôle de valeur d'éthique quand même parce qu'ils ont demandé à ce que soit libéré un membre du CEO qui était détenu en Indonésie pour des affaires de corruption. Ils avaient demandé sa libération pour aller voir les Jeux. Donc je ne sais pas si on s'imagine à quel point les lois, ils n'en ont rien à cirer. Quoi. Ok. Bon, Romain, on commence à avoir fait un petit peu le tour de tes différents livres. Moi, j'ai une question un peu plus personnelle pour toi. Parce que évidemment, ces livres, mais d'autres de tes enquêtes aussi, impliquent de certaines responsabilités quand même. Comment tu te protèges personnellement sur tous ces sujets-là? C'est-à-dire, protéger comment? Tu as quand même un rôle de lanceur d'alerte où tu t'attaques à des personnes qui ont des liens avec des milieux un peu mafieux, etc. Tout ça doit impliquer aussi voilà, des menaces, Comment tu te protèges par rapport à toutes ces menaces-là qui doivent exister? Je ne sais pas si elles existent déjà. Bah oui, en termes judiciaires, on réclame des fois des sommes, 100 000, 120 000, donc l'héroïne. Donc voilà, on brandit souvent le bâton là, mais comme je te le dis, j'ai jamais perdu un procès. On a gagné encore un récemment. Donc oui, c'est toujours des menaces judiciaires, c'est plus des campagnes de diffamation, de hacking, plein de choses comme ça. Oui, c'est pas toujours très sympathique. Hein. Maintenant, écoute, ma porte elle est ouverte, hein, si besoin. Ouais. Jules, parce que le jour où tu montres que tu as peur, c'est fini. Ouais. J'avais une dernière question pour toi aussi, Romain. C'est pour tous ceux qui lisent tes bouquins, qui écoutent tes vidéos, etc. En vrai, ça nous débecte tous ce que tu ressors, notamment sur les affaires d'Haïti. Le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il peut faire contre ça? C'est une question en deux temps. Qu'est-ce qu'il peut faire dans l'immédiat? Peut-être même t'aider toi ou d'autres journalistes d'investigation. Et dans un deuxième temps, est-ce qu'il a un pouvoir ou pas du tout par rapport à ces instances qui sont complètement intouchables? Tu te souviens de ce qui s'était passé pour la Super League? Non. Bah, les gens avaient gueulé. T'es pas content. Qu'est-ce que les instances avaient fait? Rien. Elles avaient reculé quand même. Ils n'ont pas mis leur projet tout de suite. Ah, donc tu penses que le pouvoir du peuple... Au moment en fait où il y a beaucoup de gens qui se mobilisent contre, et alors il faut des grosses voix aussi un peu, bah, tu touches au business, tu touches à l'image. Et vu que tout est une question d'image et de business, la manière c'est ça en fait. Pourquoi j'ai pu avoir, mes enquêtes ont pu avoir un certain impact? C'est parce que c'est grâce à tous les gens qui me suivent. Parce que les gens voient en fait qu'il y a un impact, et donc ils disent mince, on ne peut plus mettre ça sur le tapis. En termes vraiment pour n'importe quel citoyen, c'est juste ça en fait, c'est de diffuser, partager ces affaires, pas que les miennes. Hein. Scabreuse, parce qu'en fait c'est ça qui fait vaciller rapidement ces grandes institutions qui en fait sont très fragiles. Parce que tout tient sur l'image. Quand tu montres la vérité, bah là ils tremblent et ils sont obligés de prendre des mesures. Très bien.
Bah, merci beaucoup Romain pour le temps que tu nous as accordé. Je rappelle évidemment les 3 livres que tu as sortis. Donc l'industrie du football, il y a 2 tomes. Le premier intitulé FIFA, criminalité et politique. Le second intitulé Macron, l'Afrique, la FIFA. Tu as aussi sorti du coup hier ce dernier petit livre noir des Jeux Olympiques que je recommande à tout le monde parce que vraiment c'est rempli d'anecdotes, ça se lit vraiment comme un polar, c'est très bien écrit pour le coup, ça se lit très facilement, ça coûte pas très cher, vraiment, c'est édité par une petite maison d'édition qui est très disponible et très sympathique, donc je recommande vraiment ces 3 livres qui sont d'intérêt public. Donc voilà, merci à toi pour le temps que tu nous as accordé. Et on se retrouve nous très bientôt sur 11e art. Pour toutes les personnes qui sont encore à la Cité Fertile, on va avoir un petit temps là de 5-10 minutes où on va pouvoir parler un petit peu quand même du match de l'équipe de France pour ce soir. Un petit prono, Romain, pour le match de l'équipe de France de ce soir ou pas? Ou t'en as rien à foutre? Je n'ai pas regardé un match de l'Euro. Ouais, ça ne m'étonne pas. J'espère que ce sera plus passionnant que France-Belgique pour vous. Parce que j'ai cru comprendre que c'était pas terrible. C'était pas terrible, non, je confirme. Je confirme. Espérons un bon match. Très bien. Bon, merci encore, Romain. Nous, on prend quelques petites minutes de pause, 2-3 minutes, et puis on revient pour vous faire gagner quelques petites boissons. Et à très bientôt sur 11e art. N'oubliez pas, on sera là aussi à la mi-temps pour des petites animations, vous faire gagner des bières, et après le match, en débrief. Merci à tous et merci à toi, Romain.